Linda Keba, bonjour. Vous êtes Bonjour. policière, déléguée nationale unité SGP Police. De nombreux sujets à aborder ce matin avec vous, à commencer par l'un de vos collègues qui a été blessé, je le disais à l'instant, après un refus d'obtempérer à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Dans notre pays, il y a un refus d'obtempérer en moyenne quasiment toutes les 30 minutes. Les sanctions ont été alourdies pour tenter de réduire ce nombre de refus d'obtempérer en 2017, mais il n'y a eu visiblement aucune évolution positive depuis. Aucune évolution positive, mais une dégradation même de la situation, puisqu'on est passé de 30 à 20 minutes, donc une augmentation des refus d'obtempérer. La question, c'est pas tant le refus d'obtempérer, c'est la manière dont ce refus d'obtempérer est opéré. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les agents, notamment quand ils font usage de leurs armes, le font face à un refus d'obtempérer. C'est un abus de langage, qu'il soit dans la presse ou parfois dans la parole politique. Non, ce sont des violences volontaires. Et on le voit dans la vidéo de notre collègue à qui je souhaite vraiment un bon rétablissement et de se remettre de ce choc post-traumatique. C'est en réalité les violences avec armes par destination qui sont commises dans le cadre de ces refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne se contente pas de refuser d'obtempérer pour pouvoir esquiver peut-être un contrôle durant lequel on constaterait une infraction qui a été commise, notamment le défaut de permis de conduire. C'est souvent une cause régulière des refus d'obtempérer, mais également la conduite sur la prise d'un état alcoolique ou de stupes. Mais en fait, c'est toutes les violences volontaires qui vont derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on fonce délibérément sur les policiers, où on les traîne, on les écrase, et puis on attente à leur vie. Et donc, du coup, en réalité, c'est de la criminalité. C'est pas seulement un délit routier. C'est de la délinquance, c'est de l'atteinte à la personne, c'est de la criminalité contre les forces de l'ordre. Et en réalité, le vrai sujet politique et le vrai sujet de société, il est là. Ça montre justement, ça illustre en quelque sorte le fait que la société est de plus en plus violente dans notre pays lorsque l'on voit très concrètement justement sur cette vidéo un policier qui se fait traîner comme cela. Oui, bien sûr, il y a une hausse généralisée de la violence dite non crapuleuse, c'est-à-dire de la violence presque gratuite, même si elle n'est jamais gratuite, elle est au moins volontaire. Et donc, du coup, elle a forcément des velléités négatives. Mais en effet, il y a une hausse de la violence, quoi que puisse en dire la parole politique. Il y a une augmentation de la violence et des atteintes aux personnes. Et les premières victimes de cette hausse généralisée de la violence dans notre société, ce sont les représentants de l'État, particulièrement les policiers, qui sont sur la voie publique, qui sont au contact des justiciables, qui sont au contact de la misère et de la violence sociale. Et également, vous savez, les élus, les professeurs, etc., qui viennent aujourd'hui témoigner de cette hausse généralisée. Donc oui, une augmentation de la violence, une augmentation de la violence contre les forces de l'ordre, malgré, il faut le reconnaître, des annonces politiques, des process législatifs qui ont été plutôt satisfaisants. La remise en question des mesures de réduction de peine automatique, par exemple, pour les auteurs d'agressions contre les forces de l'ordre, etc. Donc il y a eu des décisions prises, c'est vrai, mais visiblement elles sont insuffisantes et il faut aller beaucoup plus loin que ça. Limoges, Sevran, cette semaine, plusieurs guet-apens ont été tendus à la fois à des policiers mais également à des pompiers. Les forces de l'ordre dans certains quartiers sont-elles devenues, selon vous, une bande rivale? Vous vous rendez compte, Limoges, Limoges. On n'aurait jamais imaginé, il y a quelques années, qu'une ville comme Limoges pourrait faire l'objet de ce type de situation où pendant des heures, les policiers et les pompiers ont face à eux une centaine d'individus prêts à en découdre et prêts à aller jusqu'à la mort des personnes qui sont face à eux. Il y a évidemment cette conscientisation finalement dans l'esprit des forces de l'ordre que oui, malheureusement dans certains quartiers, il y a cette notion de la bande rivale auquel pourraient appartenir les policiers, mais pas seulement les policiers, les pompiers. Les médecins, on sait qu'SOS Médecins refuse de plus en plus d'envoyer des médecins dans certains quartiers à partir d'une certaine heure le soir. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est en réalité quel regard nous avons, nous, en tant que Français, sur les agents qui participent au service public, dont les policiers, qui sont les premières victimes, mais également toutes les personnes qui viennent porter assistance aux personnes. Je vous ai parlé des pompiers et des médecins. En réalité, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dénoncer des discours politiques extrêmement difficiles à entendre. Lesquels ? Notamment à l'extrême gauche, par exemple, qui vient justifier, lui et ses sbires, et j'ai pas d'autres mots pour les qualifier, que les violences faites à l'égard des forces de l'ordre seraient la résultante des contrôles au faciès. Mais moi, j'aimerais savoir quel contrôle au faciès les agents des SOS Médecins, les pompiers, voire même les électriciens d'EDF peuvent commettre à l'égard de ces, non pas jeunes, parce que ce ne sont pas des jeunes, ce sont des délinquants. Justement, lorsque vous voyez dans les débats au sujet des violences à l'encontre des forces de l'ordre que certains élus font le parallèle avec les violences policières et estiment, bien qu'ils condamnent bien évidemment les violences à l'égard des forces de l'ordre, que ce sont ces violences policières qui créent un climat de tension dans notre société et peuvent pousser certains individus à commettre ces actes. Quelle réaction avez-vous
face à ces élus qui tiennent de tels propos? Vous savez, quand on prétend défendre la justice sociale, puisque c'est censé être un des fers de bataille, un des chevaux de bataille de la gauche, et que l'on vient fustiger en permanence les seuls agents de l'État qui continuent à aller dans les quartiers là où plus personne ne va, hein, même les médecins, même les agents EDF, eh bien, je trouve qu'on a un petit peu échoué dans sa mission et qu'on fait finalement, on nourrit l'idée que le problème économique et social des personnes dans les quartiers populaires serait du fait des policiers. Donc plutôt que d'affronter les vraies problématiques qui sont dans les quartiers populaires, à savoir le problème du logement, de l'emploi, du transport, etc., eh bien, on vient dire à ces personnes que le problème, c'est la police. Comme si la police était problème de l'insalubrité des logements. Comme si la police était responsable du RER en retard. Comme si la police était responsable du chômage de ces personnes. Et en réalité, non. C'est finalement laisser croire que la pauvreté serait non pas plus un facteur, mais une excuse pour la violence à l'égard des forces de l'ordre. Et ce serait accepter l'idée surtout, et c'est là où c'est dangereux, que parce qu'on est pauvre ou parce qu'on subit des injustices sociales pour lesquelles on n'a absolument pas de solution et pour lesquelles ces personnes-là n'apportent pas de solution, parce qu'aujourd'hui ils sont quand même en nombre, notamment au Parlement, eh bien on va leur donner le droit à ces personnes d'aller frapper des policiers, histoire de, se défouler. Et ça, c'est grave. Hier, Gérald Darmanin a été l'invité de la matinale. Il a fait le lien entre immigration et délinquance. Est-ce que c'est ce que vous constatez également sur le terrain? Il y a une factualité numérique. On a vu le discours de M. Darmanin évoluer en 2 ans. Alors la question c'est, est-ce que c'est un coup de com' politique à l'heure où au Parlement on a une entrée en force très à droite de parlementaires qui sont élus essentiellement sur les questions de sécurité et d'immigration? Est-ce que c'est quelque chose auquel il croit réellement? Mais de toute manière, il le dit lui-même, 7% d'étrangers, en tout cas en situation régulière visiblement, 17% dans la représentation délictuelle, voire peut-être même 40%, 39 et 49% respectivement à Lyon et à Paris. Donc les chiffres sont là, on ne peut pas les nier. La question c'est pourquoi? Et aujourd'hui, on ne nous apporte pas de solution. Il fait des propositions, notamment en matière d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français. Mais en réalité, il ne résout pas, ou en tout cas il ne propose pas de résoudre le problème bien en amont sur l'accueil des étrangers, sur l'acceptabilité par l'ensemble des étrangers des valeurs dites de la République, et puis par l'intégration également au sein de la société. Gérald Darmanin, justement, a annoncé qu'il consultera les partis, les partenaires sociaux, les acteurs associatifs à Beauvau avant le lancement d'un grand débat autour de cette question de l'immigration dans notre pays. Vous allez très certainement être convié place Beauvau. Que concrètement allez-vous lui dire? Bien ce que nous lui disons à chaque fois, qu'en réalité le problème de la sécurité arrive bien en amont du rôle de la police et que de la même manière que nous ne sommes pas responsables du délitement de la société, nous devons bien en amont sur les questions de prévention, notamment d'éducation, mettre des moyens. Or aujourd'hui ils n'y sont pas. Je reprends juste l'idée qu'il y a quelques minutes vous faisiez un reportage sur les professeurs qui sont débordés. Eh bien, ça participe en fait au délitement en matière de sécurité. Nous, quand on intervient, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on intervient face à des personnes qui ne respectent pas la loi. Et bien en amont, ça veut dire qu'il y a aussi un échec de notre société, de l'État et des gouvernements successifs. Ce que l'on attend, je ne sais pas, parce que de toute manière, rien n'a été établi. Et il vous a fait les annonces à vous avant de parler aux partenaires sociaux. C'est récurrent en politique de faire d'abord de grandes annonces avant de parler aux associatifs et aux syndicats. Bon, après, la rigueur, on fait avec. Bon, rien n'est établi sur la forme. Vous parlez d'un grand débat. Il y a quelque chose d'assez vaporeux, d'assez abstrait dans le grand débat. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ce seront de simples discussions, comme ça a été le cas dans le cadre du livre blanc de 2020, qui finalement n'a pas donné grand-chose, voire peut-être même rien, à part des prises de décision préfectorales? Ou est-ce que ça va être vraiment des groupes de travail? Ça, on attend, rien n'est établi encore. Et donc, du coup, on ne sait pas sous quelle forme ça va être mis en place, ni nous, ni, je pense, l'ensemble des partenaires sociaux qui seront concernés. Vous évoquiez à l'instant la problématique des OQTF, les obligations de quitter le territoire. Ces 10 dernières années, le nombre d'OQTF prononcés et exécutés a drastiquement chuté. Comment l'expliquez-vous et que faut-il faire? Il y a un véritable problème en fait sur la mise en œuvre des OQTF parce qu'il y a évidemment beaucoup de mesures qui peuvent être face auxquelles peuvent s'opposer les personnes soumises à ces OQTF, notamment des recours, des voies de recours qui sont non pas forcément nombreux, mais qui existent en tout cas et qui leur permettent parfois de faire reculer les échéances jusqu'à arriver à la fin de l'échéance de l'OQTF et donc leur permettre de rester sur le territoire, même s'ils sont en situation irrégulière. Il y a une circulaire qui a été diffusée par le ministre auquel j'ai pu avoir accès, qui dit au préfet que parce que les moyens dans les centres de rétention administrative sont insuffisants, il faut privilégier l'installation dans ces CRA des délinquants qui ont commis un trouble à l'ordre public. Alors c'est un peu large, et de laisser sortir du coup, en fait, faire de la gestion hôtelière, ceux qui n'ont pas commis de trouble à l'ordre public. Alors si ça paraît... C'est de la gestion hôtelière?
Oui, c'est de la gestion hôtelière. Ça peut paraître de bon sens de, évidemment, mettre d'abord des moyens pour renvoyer chez elles les personnes qui ont commis des crimes et des délits. Je pense que n'importe quel Français aujourd'hui vous dirait, bon, quitte à choisir, je préfère d'abord celui qui commet un trouble à l'ordre public avant de régler celui qui est en situation irrégulière d'un point de vue administratif. Mais en réalité, c'est de la preuve également d'un échec, en fait, et des moyens que l'on met en œuvre pour la lutte contre la clandestinité et la délinquance des étrangers souvent en situation irrégulière. Et à la question des MENA, donc des mineurs isolés, il y a la question évidemment des clandestins qui peuvent éventuellement commettre des crimes ou des délits, des délits acquisitifs, opportunistes. Mais en réalité, cette question de l'OQTF, elle va bien au-delà de ça. On a M. Darmanin qui dit, et qui fait cette annonce, notamment sur votre plateau ou en entretien du Figaro, qu'il va restreindre les possibilités pour certains étrangers de pouvoir avoir des recours ou des protections. Notamment, vous savez, ceux qui sont arrivés à un certain âge en France, avant 13 ans, ou qui ont des attaches familiales extrêmement fortes, qui sont souvent d'ailleurs parents d'enfants français. Et donc, du coup, qu'il va réduire ces droits-là. Sauf que ce que les journalistes ne lui ont pas demandé, et c'est dommage parce que les interviews sont déjà passées, c'est que ce process législatif qu'il veut proposer va s'opposer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à mener une vie normale. Et donc, en réalité, ce sera un texte inapplicable. Ce sera très certainement une question que nous lui poserons même dans un prochain entretien, bien évidemment. Suite au déplacement justement de Gérald Darmanin à Lyon la semaine dernière, une nouvelle unité de 70 CRS est arrivée dans le quartier de la Guillotière où plusieurs de vos collègues ont été lynchés. On peut parler de lynchage. Est-ce que cela sera suffisant pour éradiquer la délinquance dans ce quartier précisément? Je vous vois hocher de la tête. Qui dit CRS dit unité de force mobile, et une force mobile n'a pas vocation à rester de manière pérenne sur site, d'autant qu'on a besoin maintenant des forces mobiles. Personne ne remet en question la nécessité d'avoir toujours des CRS et des gendarmes mobiles tout de suite disponibles parce qu'il y a toujours des mouvements sociaux et particulièrement dans les semaines à venir, il y en aura certainement. Donc non, ça n'est absolument pas une solution. Malheureusement, le quartier de la Guillotière a connu un délitement ces 10 dernières années par l'installation notamment de mineurs, non mineurs, soi-disant isolés, qui ne sont pas si isolés que ça, et qui commettent des actes délictueux, particulièrement sur la place Gabriel Péri. Donc c'est cette place qui revient régulièrement dans les images, qui est un carrefour entre la presqu'île de Lyon, les arrondissements extérieurs, mais également un lieu de passage important. Et donc progressivement, ce quartier, c'est devenu un lieu, une zone de non-droit, et malheureusement, pour laquelle personne n'a rien fait. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, on a des élus locaux qui ne prennent pas le problème à bras-le-corps, qui refusent de parler avec la police municipale de Lyon. On a FO, police municipale à Lyon, qui... Justement, Grégory Doucet n'a pas rencontré Gérald Darmanin. Ce que vous nous dites ce matin sur ce plateau, c'est qu'il refuse également de rencontrer les syndicats, les forces de l'ordre. Il refuse de rencontrer tous ceux qui sont chargés des missions de sécurité. Je pense que M. Doucet est plus radical qu'un radical. Je veux dire, il est même plus radical que M. Piolle. Donc je pense que quand on est plus extrémiste que M. Piolle, c'est qu'il y a un véritable problème. Refuser de parler à ses propres agents, que sur les policiers municipaux de Lyon, on a FOPM qui fustige régulièrement le fait d'être rejeté du dialogue social, c'est qu'il y a un véritable problème. Et c'est surtout qu'il y a plus un déni, c'est une complicité. Et j'assume mon mot quand on a conscience des actes de délit et de criminalité qui sont commis dans certains quartiers à Lyon, où on sait qu'aujourd'hui les riverains, les commerçants tentent de fuir ces quartiers, et qu'on continue à détourner le regard et à refuser de parler à ceux qui agissent en matière de sécurité, je suis désolée, mais c'est de la complicité, j'ai pas d'autre mot. Vous avez relayé sur les réseaux sociaux un article exposant les annulations d'arrêt de travail au sein de la police, en cause notamment la politique du chiffre. Les conditions de travail des forces de l'ordre se sont dégradées ces dernières années. Elles se sont dégradées malgré les annonces et les réformes, et elles vont continuer à se dégrader. On s'interroge notamment sur des grandes réformes. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre blanc qui avait été pondu, j'ai pas d'autre mot, en 2020, et qui en fait finalement une suite d'idées issues des préfets fustigeant complètement le dialogue social. Il y a une réforme notamment au niveau des directions départementales de la police nationale, avec peut-être une grande crainte réelle, et c'est important que les Français le sachent, de la remise en question de l'indépendance de la police judiciaire, qu'on va mettre sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale, là où elle est sous la seule et unique autorité des magistrats et de leur direction centrale. Donc du coup, oui, il y a une inquiétude parce que, ajouté aux difficultés de la sécurité publique, vous avez parlé de la Guillotière et du fait qu'on y envoie des forces mobiles, là où en réalité on devrait renforcer en sécurité publique, en commissariat, en effectifs locaux, en brigade anticriminalité. Eh bien, la sécurité publique aujourd'hui est en véritable souffrance. Il y a un problème d'efficience en matière d'investigation locale dans les commissariats, dans les sûretés départementales. Eh bien, aujourd'hui, la PJ risque de perdre son indépendance. Et qui dit PJ dit aussi délits économiques et financiers. Avec, nous savons, sur des zones test, notamment dans les Pyrénées-Orientales,
On connaît des tensions entre les services de PJ et les services de la direction départementale de la police nationale, une crainte de manque d'indépendance des polices judiciaires et donc une crainte également pour les Français qui sont très attachés à la lutte contre les délits en col blanc, que ceci finalement ne soit plus vraiment une priorité pour les gouvernements à venir. Merci Linda Kebab d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous rappelle, vous êtes policière et déléguée nationale unité SGP Police.